Bonjour à toutes et à tous. La Commission de l'océan Indien est heureuse de vous retrouver à cette conférence en ligne autour des dessins de presse organisée en cette journée internationale de la liberté de la presse. Merci d'avoir répondu à cet appel. La Commission de l'océan Indien est une organisation intergouvernementale de proximité regroupant des États insulaires de l'Indienne Océanie, tels que l'Union des Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Nous œuvrons à soutenir nos États membres dans le cheminement vers le développement durable à travers des actions pérennes en faveur de la paix et de la stabilité, de la sécurité maritime, de la sécurité alimentaire, de la préservation de la stabilité, de la sécurité, préservation de l'environnement, pardon, des pêches, de l'adaptation au changement climatique, des intérêts des États insulaires en développement, de la santé publique ou encore de l'expression culturelle. Cette conférence sur les dessins de presse s'inscrit justement dans le cadre du projet Gouvernance, paix et stabilité avec le soutien de l'Agence française de développement, qui est le premier projet de la COI autour des questions de gouvernance et de coopération diplomatique. Le projet GPS entend répondre aux besoins en matière de prévention de crise et de promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Alors, pourquoi la conférence quand la presse fait son art? On va vous citer trois raisons. Déjà, parce que le 3 mai est la journée dédiée à la liberté de la presse. Il s'agit d'un moment clé pour rappeler l'importance des médias libres et indépendants dans la promotion de la transparence et de la démocratie, ainsi que des droits de l'homme. Les médias jouent un rôle essentiel dans la surveillance des pouvoirs publics, la diffusion d'une information objective et la lutte contre la désinformation. Pardon. Et la deuxième raison, c'est que parce qu'à l'instar d'autres contenus de la presse, les dessins de presse traitent aussi de l'actualité et véhiculent des messages. Et enfin, la troisième raison, c'est parce qu'une image vaut 1000 mots. Nous avons décidé de mettre en lumière les dessins de presse ainsi que leurs auteurs afin de mieux les comprendre. Aujourd'hui, nous avons réuni trois BDistes de la région. Je vais vous les présenter un à un. Tout d'abord, il y a Pov qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais il interviendra par vidéo qui a déjà été filmée. Alors, Pov, qui est Pov? Pov ou William Rasouanev est né en Tananarive en 1975. Dessinateur autodidacte, il apprend en copiant des bandes dessinées. Il démarre en 1997 au journal Midi Madagascar. Croquant les actualités, il suit des formations aux journalistes à Berlin et à Cardiff. Son background journalistique et son coup d'œil artistique ont forgé sa signature, des récits satiriques de la vie quotidienne. Résidant à l'île Maurice depuis 2006, il dessine dans l'Express de Maurice et sur sa page Facebook Pauvre cartooniste. Récemment, il a lancé Comic Con Design, une entreprise de communication en dessin. Auteur de bande dessinée, il publie régulièrement des albums sans lâcher le dessin de presse qui lui a valu des distinctions euh, internationales. On salue Pov et après, on passe à Riri. Riri qui nous vient de Madagascar. Riri, de son vrai nom, Rindraza Funjabe, est dessinateur de presse et auteur indépendant de bandes dessinées malgaches. Il dessine depuis tout petit et a été bercé par les bandes dessinées malgaches des années 80 et 90. Des anciennes BD franco-belges classiques telles que Tintin, ça je connais, Astérix, Lucky Luke. Et il commence à rencontrer des dessinateurs malgaches de ces époques, ainsi que la génération intermédiaire. Il a également effectué des échanges avec des dessinateurs étrangers, des BDistes comme Didier des, des Nex. Bon, Riri corrigera après. Il y a aussi Mako, Barli Parouti, Laval NG, des dessinateurs de presse comme J ou Britten, ainsi que Souch. Autodidacte et étant toujours été auteur de bande dessinée, il a pris le métier de dessinateur d'actualité avec les dessins publiés dans les journaux de la capitale comme Midi Madagascar, l'Express de Madagascar et en 2010. Pour dessiner après, en quelque sorte, Riri n'a jamais vraiment visé le métier de dessinateur d'actualité. Il a été appelé par Élisée Ranarville, qui est un dessinateur de l'Express de Madagascar en 2010, pour dessiner dans le journal L'Observateur. Pédéiste passionné,
Il a d'abord commencé par des planches de critique sociale avant d'essayer des caricatures d'hommes politiques. Puis, encouragé par ses amis dessinateurs du journal, il a plongé dans le dessin de presse sous la direction d'Élisée Ranarville et de Randy Doni, qui est un journaliste représentant les Reporters sans frontières. Voilà. Et depuis ce temps, il a appris le métier sur le tas et a commencé à l'apprécier. Après l'Observateur, il a travaillé pour un journal en ligne, tanzuna.org. Puis, après le regrettable décès de Ramik, qui était un dessinateur de la Gazette de la Grande Île, pardon, en 2015, il a été appelé par cette boîte pour le remplacer. Il a dessiné pour la Gazette de la Grande Île jusqu'au jour où ce journal a été suspendu pour plusieurs raisons, suspension qui est toujours maintenue. Et Riri dessine également quelquefois pour la revue Politica, dans le dernier numéro qui vient de sortir. Dessinateur en général, dessinateur de BD et dessinateur d'actualité en particulier, Riri vit son art comme il se doit pour nourrir sa famille et son esprit, ainsi que pour apporter sa contribution au changement nécessaire à la société. Membre fondateur de l'association Tantsar, association des dessinateurs polyvalents, ainsi que de l'association IMA Suivez Madagascar, une association qui œuvre pour le développement de la jeunesse malgache. Riri se concentre sur beaucoup de projets qui peuvent apporter du développement à la société malgache en général et à la jeunesse et le milieu culturel en particulier. Voilà la biographie de Riri. Et ensuite, nous avons Such. Such, il a eu un bac scientifique, il a eu un DUT en commerce, donc pas forcément formé au dessin, mais il a toujours baigné dans un milieu de dessin. Son père savait peindre et faire des portraits. Son oncle savait faire des dessins humoristiques. Ses cousins plus âgés lisaient Pilote, des amis d'enfance, fans de Franquin ou Gottlieb. Il a très tôt aimé faire des dessins pour faire rire et adorait le grand Duduche de Cabu. Beaucoup de dessins de profs et élèves planqués au fond de la classe. Beaucoup de dessins de troisième mi-temps au rugby. Toujours des dessins dans l'immédiateté et la réactivité. Fin d'études, il s'est mis à son propre compte et dessinait pour des commerçants, entreprises, associations et particuliers. Il faisait aussi la photogravure pour une sérigraphie. Arrivé à La Réunion en 1991, il est tombé sur une annonce du journal de l'île de La Réunion qui cherchait un caricaturiste pour l'édito de samedi. La place avait déjà été prise, mais le chef d'agence du Sud lui a demandé de faire les croquis d'audience au tribunal. Puis, au bout de 2 ans, il a proposé ses premiers dessins d'actualité lors de la grande vague de 1993 des affaires politico-judiciaires sur l'île. Ça fait 30 ans que ça dure. Fin de Cavu, Luz et Pétillon. Voilà nos trois BDistes qui vont échanger avec nous aujourd'hui. Et c'est justement ces échanges seront animés par un modérateur en la personne de Rudy Viramundar. Qui est Rudy Viramundar? Rudy Viramundar a 22 ans de carrière dans le secteur des médias et de la communication. Il a débuté sa carrière comme journaliste avant de diriger 4 publications comme rédacteur en chef. Il est aujourd'hui le fondateur et le rédacteur en chef d'une publication économique en ligne, Bizweek, et aussi consultant pour le groupe de presse Le Mauricien. Avant de lui laisser la parole, je rappelle que le public peut poser la question dans le chat tout au long de nos échanges et veuillez préciser votre pays et votre nom si possible. Et enfin, veuillez noter que les dessins partagés, les opinions exprimées ici sont de nature informative et ne signifient pas l'expression d'une quelconque position officielle, opinion ou jugement de la part de la COI ou de ses partenaires. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne conférence et je passe la parole à Rudy. Merci Johanna, bonjour à tous. Alors, bonjour aux dessinateurs, bonjour l'océan Indien, bonjour cher public. Je comprends que nous avons des journalistes, euh, les membres de la société civile et des universitaires, étudiants et chargés de cours. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pour la petite histoire, je suis entré de la presse, j'ai commencé la presse en 2002 et mon meilleur ami était Laval Ning, que notre ami Riri appelle Laval NG. Donc, Laval est un bon ami, nous étions copains parce que nous étions à peu près dans la même tranche d'âge. Et chaque matin, en arrivant au bureau, je lui dis, ah, mais toi, tu as de la chance, hein, parce que
Moi, je vais au tribunal pour couvrir tous les procès avec les criminels et tout. Et toi, tu dessines. Donc, quel beau destin. Mais, et par la suite, j'ai su que c'est pas aussi facile d'être dessinateur. Pour la petite histoire, je me suis un peu documenté. Je passe sous vos corrections, messieurs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Euh, Caricature, c'est apparu pour la première fois en français en 1740. Alors ça, et deuxièmement, j'ai pu lire que la caricature se définit comme tout dessin ayant but soit de faire rire par la déformation, la disposition ou la manière dont elle est présentée, le sujet, soit d'affirmer une opinion, généralement d'ordre politique ou social, par l'attention ou la mise en évidence d'une des caractéristiques ou de l'un des éléments du sujet, sans avoir pour ultime but de provoquer l'hilarité. Ainsi, elle est le miroir d'une époque. Et j'ai pu ici lire, donc je vais vous donner une référence par la suite, mais là c'est un article de Courrier International en date du 23 mai 2012. Alors, le titre est interpellant. Inde, bientôt la mort de la caricature politique. Il s'agit que, alors je vous lis un bout, vous dire, avis aux dessinateurs indiens, vos caricatures d'aujourd'hui qui circulent encore librement pourraient bien être censurées demain ou dans 63 ans. Le 12 mai dernier, c'était en 2012, le Parlement indien a en effet retiré du programme de la classe de 11e, l'équivalent de la première, un manuel scolaire dans lequel était reproduit un dessin de presse réalisé en 1949 par le célèbre caricaturiste Keshav Shankar Pillai, aussi connu sous le nom de Shankar, jugeant son contenu inapproprié et insultant. Donc, j'avais tort de dire que notre ami Laval avait une vie tranquille. Donc, et ensuite, nous avons connu d'autres événements. Charlie Hebdo, je crois que à Maurice aussi, c'était pas aussi virulent, mais les dessinateurs ont à un moment donné été mis à l'index pour des raisons surtout politiques, c'est-à-dire que il y avait une frange de la société politique qui n'aimait pas certains dessins donc c'était bien quand le dessin leur plaisait, et si le dessin était contre leur personne, ils étaient en colère. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Et moi, je dis toujours aux journalistes que pour moi, le dessinateur, c'est un éditorialiste. Donc, moi, j'aurais bien voulu être dessinateur, j'aurais bien voulu avoir votre talent, messieurs, mais malheureusement, je ne suis pas bon pour le dessin. Donc, je suis honoré par votre présence et vous êtes pour moi des confrères et des éditorialistes et que donc nous allons aborder cet sujet. Et je remercie la COI, Johanna et toute l'équipe de la COI justement pour le thème de cette conférence, quand la presse fait son art. Donc, et comme on dit en anglais, ceux qui sont, ceux qui sont anglophones, You are the unsung heroes, les héros que nous ne voyons pas souvent en avant. Et comme l'a si bien dit euh, un caricaturiste, un dessinateur à Johanna, je ne peux pas participer parce que je ne sais pas parler et c'est pour ça que je dessine. C'est beau. Et moi, il y a un livre que j'affectionne, c'est un livre de Leonardo da Vinci et dans sa lettre à la royauté, il dit, oui, je suis un stratège, je peux faire des plans, etc. Et en dernier, il dit, je sais aussi dessiner. Donc, messieurs, c'est pour faire l'ouverture de cette conférence que je fais une petite présentation de ce que je comprends être le métier de dessinateur. Et justement, pour démarrer, on parle de dessinateur, on parle de BDiste, on parle de caricaturiste. Où est-ce que vous vous situez, vous? Et pourquoi est-ce que vous avez rejoint le monde de la presse? Et pourquoi avoir choisi cette carrière et mettre votre art au service de la presse? Je comprends que nous allons écouter Pauvre, pour commencer. Le contexte dans lequel j'ai rejoint le monde de la presse est un peu accidentel parce que j'ai vu une annonce dans un quotidien à Madagascar, c'était en 1997. Ils recherchaient un dessinateur, donc j'ai postulé et j'ai été retenu après quelques essais. Donc
C'était à la fois un choix, mais c'était aussi un peu le fruit d'un heureux accident. Mais depuis, c'est devenu une carrière. Donc, j'ai décidé en même temps, parce que j'aime le métier, de mettre mes talents, les talents, au service de la presse. Mais quelquefois, je pense également que c'est un métier de rêve que j'aurais vraiment aimé faire euh, si je ne l'avais pas fait. C'est un métier que j'aurais vraiment aimé le faire. Donc je me sens vraiment chanceux de faire ce métier et d'avoir rencontré au hasard comme ça mon destin. Et voilà, alors, Paul, c'était par coïncidence et il est heureux que ce soit une coïncidence et notre ami Paul a une belle carrière. Et maintenant, nous sortons de Maurice et Madagascar parce que Paul est mauricien et malgache et tous les deux, nous allons à l'île de la Réunion pour le souche. Et vous, justement, dans quel contexte avez-vous rejoint la presse en tant que dessinateur? Voilà. Bon, tout d'abord, dans les années, fin des années 80, moi j'avais une petite entreprise de dessin sur Grenoble et je bossais pour des particuliers. Je faisais surtout des dessins qui étaient reproduits sur t-shirt. Et un jour, il y a une journaliste qui s'est intéressée un peu à ce que je faisais. Elle a fait un petit article sympa et du coup, le Dauphiné Libéré m'avait demandé des dessins. C'est là où j'ai fait mes premiers dessins, enfin de presse, pour le Alp Expo. C'est un très grand salon qui est à Grenoble tous les ans. Donc je me baladais dans les stands et puis je caricaturais, je dessinais, je mettais de l'humour, des bulles. Ça, c'était un temps. Et après, j'ai voulu changer de vie, j'ai tout arrêté. Je suis parti à La Réunion. Et au bout de 2, 3 mois, ça me plaisait bien. Puis vraiment par hasard, je suis tombé sur. J'avais le journal de l'île de La Réunion sur les genoux. J'ai été avec un pote en voiture. Et puis, tiens, il cherche un caricaturiste. C'est où le gire? Rétrograde, il s'arrête. C'était 100 mètres avant. Donc, je suis descendu tout de suite de la voiture. Je suis monté dans l'agence. Et comme l'avait dit Johanna sur ma biographie, la place avait été prise. D'ailleurs, le dessinateur continue toujours d'illustrer les éditos. Mais le chef d'agence, il m'a dit de revenir, montrer mes dessins que je faisais. Alors, je vais montrer les dessins d'école, surtout, les profs que je dessinais. Et il m'a demandé d'aller faire les croquis d'audience au tribunal. Donc, ma grande rentrée dans le monde de la presse, c'était croquis d'audience. Assez rapidement, j'ai choisi les affaires les plus légères et j'ai fait des bulles. Je faisais parler les juges, j'ai utilisé les dialogues qu'il y avait dans la salle. Et j'ai un peu BDifié, enfin cartoonisé plutôt mes dessins d'audience. Donc, c'était plutôt rigolo. Et au bout de 2 ans, c'est 2 ans après, il y a eu la grandes affaires politico-judiciaires à La Réunion, hein. Il y a un juge qui est venu, un procureur, ils ont mis un grand coup de balai avec l'affaire Vergès, le président du Conseil général. Enfin, il y a vraiment eu des grosses choses à La Réunion. Et là, il m'est venu l'idée de faire comme ce que je faisais à l'école, quoi, c'est de dessiner les profs. Là, j'ai dessiné les dirigeants. Et le rédacteur en chef a tilté tout de suite. Il a dit ça, c'est bon. Et j'ai commencé là-dedans. Et vraiment, voilà, j'en ai envoyé un, deux, c'est bon. Puis c'est parti comme ça. Et là, les sujets étaient vraiment, c'était une rafale de sujets tout le temps sur la politique et c'était un bon début. D'accord. Vous avez eu votre clientèle, voilà, on peut dire ça. Ouais, comme on dit, là c'est un peu plus calme maintenant, les politiques. En ce moment, ça va se ragiter, ils vont s'agiter à nouveau pour les européennes, donc ça c'est bien. Et aussi, je tiens à dire quelque chose, c'est le dessin le dessin d'audience, ça m'a beaucoup aidé pour dessiner les différents types de personnes dans l'océan Indien. Parce qu'en plus, Mhm. j'étais de mon côté, j'avais les gens qui étaient de droite à gauche, ce qui pour un droitier est plus facile. Je ne sais pas si Riri, c'est pareil pour toi. Je dessine mieux quelqu'un qui regarde vers la gauche que vers la droite parce que je suis droitier. Enfin, je ne sais pas. Et donc, j'ai appris à dessiner à peu près tous les types de personnes. Et ça, c'était vraiment formateur. Les tailles, les caractéristiques, les façons de parler, ça m'a beaucoup apporté pour le dessin de presse, qui est beaucoup plus simple après. Il faut toujours simplifier son trait, en fait. Voilà mon entrée dans le D'accord. monde de la presse. Mais si, encore une fois, nous avons à la base l'aspect hasard, coïncidence, et ensuite, ce n'était pas tout planifié, c'est-à-dire que depuis l'adolescence, je veux être caricaturiste de presse. Non. Ça arrive et quand ça arrive, on peaufine, on trouve son chemin et sa voie. C'est un peu ça. C'est exactement ce que disait Pov. Ouais, en fait, j'ai toujours fait ça. À l'école, je dessinais l'autorité. En fait, j'ai toujours fait ça et j'adorais dessiner sur l'instant, en boîte de nuit, avec le rugby beaucoup, je dessinais les bêtises des copains sur un bout de nappe.
Et il fallait que ça sorte, quoi. Ce qui est un peu le dessin de presse, d'ailleurs, c'est d'avoir une idée assez rapidement pour que le dessin soit publié dans la soirée. Et voilà, c'était. Mais ouais, enfin, j'étais fait pour ça. En tout cas, j'adore mon métier, évidemment, pourvu que ça dure, parce que c'est peu évident en ce moment, plutôt économiquement à La Réunion, là. Mais c'est vraiment. Ouais, j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais en fait, oui, si, je pense. Et voilà, le hasard a fait que il y a eu cette annonce. Après, je pense que je serais quand même dessinateur, je serais resté et j'aurais postulé d'une autre façon, je pense, dès que j'ai vu l'annonce. Voilà. Merci, Such, très bien. Par rapport à l'avenir, on y reviendra. C'est un chapitre important de cette conférence. Et Riri, notre ami Oui, Riri de Madagascar, est-ce que oui. toi aussi, c'était par coïncidence à ça ou c'est ce que tu voulais faire, c'est-à-dire être dessinateur de presse? Ah oui, pour moi, c'est un peu le même contexte, hein. En fait, moi, Voilà. avant, j'étais pas vraiment dans le dessin de presse. En fait, avant, j'étais dans la bande dessinée. Et il faut avouer que j'étais surtout dans les bandes dessinées réalistes et tout ça. Euh, j'ai fait des essais de bande dessinée avant. Et puis, il y avait un journal en malgache qui cherchait un dessinateur. J'ai commencé d'abord par faire vraiment une bande dessinée, une histoire dans le journal. Puis après, j'ai été appelé par, comme j'ai dit dans la biographie là tout à l'heure, j'ai été appelé par Élisée Ranarville, qui est un dessinateur malgache, un dessinateur de l'Express de Madagascar. Il a créé un journal en 2010, si je me souviens bien, qui s'appelle L'Observateur. Il a fait ça avec Randy Doni, un journaliste malgache aussi. Et là, j'ai pas encore été habitué au dessin humoristique et tout ça. J'ai essayé de faire des dessins humoristiques et j'ai fait des bandes dessinées de critique sociale. Ça a plutôt bien marché, hein. Et après, ils m'ont dit d'essayer de faire des caricatures d'hommes politiques. J'ai juste commencé avec des caricatures pour illustrer des articles. Mais après, j'ai essayé de faire moi-même des dessins d'actualité encouragés par mes amis qui dessinaient déjà des dessins d'actualité et par Élysée et Randy. Et quand j'ai fait ça, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à apprécier à faire des dessins de presse. Donc, jusque-là, je dessine toujours des dessins de presse, même en ces moments où la Gazette de la Grande Île est encore suspendue. Je continue à faire des dessins de presse pour des commandes et pour mon plaisir à moi aussi. Voilà. Euh, Merci beaucoup pour ces beaux témoignages, comme quoi on sent que il y a d'abord la passion, c'est-à-dire cette envie de Oui, dessiner d'abord. C'est ce que, donc, comme Such a dit, il a utilisé un mot, c'est-à-dire que il a fallu que je dessine rapidement pour que l'effet de ce qui passait dans la boîte de nuit soit toujours réel. Donc, vous étiez toujours déjà dans la notion d'instantanéité, qui est une notion propre à la presse. Et pour vous, les amis, pour trouver de l'inspiration instantanée, c'est pas toujours évident. Et c'est votre métier, au fait. Et ce qui m'amène à une question. Vous vous considérez comme dessinateur, BDiste ou caricaturiste? Quelle est la différence? C'est la question que quelques observateurs se posent. Moi, j'aime bien le terme BDiste. Caricaturiste, c'est plus populaire. Et je ne sais pas si nous avons une réponse de Paul par rapport à ça. Joanna? Voilà. Entre BDiste, dessinateur et dessinateur de presse caricaturiste, je vais me permettre d'abord de faire un petit survol technique. Peut-être ça aiderait à mieux comprendre. Donc, bien sûr, le trait commun, c'est le dessin. Quand on parle de bande dessinée, bande dessinée, c'est une technique. C'est une technique de narration d'une histoire en séquence. Donc, c'est ça la bande dessinée, narrer une histoire en séquence. Souvent, les gens, quand ils parlent de dessin de presse, techniquement, c'est un dessin qui paraît dans la presse. Et enfin, les illustrations, c'est
toute illustration, tout dessin qui paraît sur n'importe quel support. Donc la bande dessinée, techniquement, peut paraître dans la presse et ça devient un dessin de presse. Parce que c'est une technique de communication. Maintenant, dans la façon de parler en général, quand on parle de bande dessinée, on pense à des livres d'aventure, Tintin, Lucky Luke et tout ça. Donc on assimile la bande dessinée pas à une technique, mais à un genre. Et le dessin de presse, comme oui, ça doit être des dessins politiques et des choses comme ça. En fait, je fais beaucoup de dessins de presse en bande dessinée. J'utilise la technique de bande dessinée pour faire du dessin dans la presse. Et on assimile par dessin de presse des dessins d'actualité, en fait, qui parlent des actualités, contrairement à des dessins qui ne sont pas reliés aux actualités. Donc moi, je fais de dessins de presse dans le sens, disons, commun du mot qui dessine des actualités. Et j'utilise de la bande dessinée parfois comme une technique, faire passer les actualités. Maintenant, à côté, je fais de la bande dessinée d'aventure avec les éditeurs de bande dessinée qui ne parlent pas de actualité du tout, mais beaucoup plus des romans graphiques. Et aussi des illustrations qui servent à illustrer des textes, que ce soit des livres de contes. Il s'agit aussi parfois de faire dans les journaux des illustrations d'articles, donc qui reviennent au dessin de presse, parce que souvent les articles de journaux sont souvent liés aux actualités, sauf si c'est des articles, des poèmes ou des choses comme ça. Alors, merci, pauvre. Such, est-ce que vous êtes dans la même ligne de pensée par rapport à pauvre? Alors moi, je suis pas du tout BDiste, parce que j'en fais pas. J'ai dû en faire une ou deux, mais pour mon propre compte à moi, quand j'étais tout petit. Mais c'est fait, je ne fais pas. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir longtemps, à faire des projets qui durent. Et vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est le dessin immédiat. Donc, je suis plutôt dessinateur de presse. Ça, c'est clair. Hein, c'est mon travail de d'éplucher l'actu, la radio, la télé, plusieurs sites internet, lire les journaux, aussi faire pas mal de dossiers sur les têtes. Quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive, ben, ça prend pas mal d'heures pour au moins qu'on reconnaisse les gens. Et ça m'amène là à parler de caricaturiste. Alors forcément en dessinateur de presse, sauf quelques dessinateurs aussi qui ne font jamais de caricature. Ils font toujours, c'est toujours le même personnage, mais ils sont très bons, c'est dans justement l'analyse et le rendu. Moi, j'essaie de faire ressembler mes personnages, ce qui est souvent le cas d'un dessinateur de presse. Et là, on devient caricaturiste. Mais j'aimerais l'être vraiment à fond, parce que je suis pas toujours content de mes dessins. Est-ce que j'ai le talent pour que tout le monde, d'arriver à faire ressembler tout le monde? Ça, je sais pas si Riri c'est pareil, mais des fois sur un visage, et ça, le métier de caricaturiste, c'est beaucoup plus compliqué. Les bons caricaturistes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, moi j'étais fan de Cabu parce que lui c'était le maître absolu pour moi sur la ressemblance des gens, et uniquement un trait noir, hein, sans... Il y a Luz aussi, bon malheureusement il y a un qui est mort, l'autre qui a arrêté, et je trouve qu'en technique, il faisait vraiment des gens ressemblants avec un trait parfois agressif et assez rigolo. Et j'aimerais tendre à ça, bon mais j'y arrive pas toujours, donc je suis vraiment dessinateur de presse, ça c'est la fonction, et forcément un peu caricaturiste, parce qu'il faut que les gens reconnaissent voilà, la façon. Parce qu'il y a quand même plusieurs dessins de presse, hein, comme un groupe, il y a un guitariste, un clavier ou un chanteur. Dans le dessin de presse, il y a des gens qui font des dessins sans texte, déjà, donc compréhensibles par tout le monde, des gens avec des bulles, des caricaturistes, ou autrement des dessinateurs qui mettent toujours les mêmes personnages, un peu comme le chat qui arrive à extrapoler une idée par rapport à la même image. Donc là, ils sont très forts là-dedans. Et il y a vraiment plusieurs styles de dessin de presse. Il y en a qui sont amusants, d'autres qui sont très graves. Et ça dépend de la culture, de l'envie du dessinateur. Donc c'est vrai que là, le dessin de presse, il n'y en a pas un seul. Il y en a, ils se complètent. Tout à fait, c'est vrai. Et pour toi, Riri, tu te situes où entre les trois? Oui, Paul va déjà expliquer les nuances entre les trois fonctions là. Moi, je me considère plutôt, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de position entre les trois pour moi, puisque je suis à la fois BDiste, dessinateur et caricaturiste. J'explique. En fait, à Madagascar, quand on est dessinateur, on fait beaucoup de choses. On fait, on prend les commandes des associations, ONG ou autres sociétés qui ont besoin de dessins. Donc, pour ma part, moi, je suis dessinateur en général.
Mais mon métier euh, qui me fait gagner ma vie aussi, c'est dessinateur de presse. Dessinateur de presse, donc moi, je dessine les actualités, tout ça. Et caricaturiste, parce que dessinateur de presse euh, demande, exige quoi, qu'on soit caricaturiste, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, être caricaturiste, c'est un peu délicat et c'est difficile puisque il faudra vraiment chercher les ressemblances avec le personnage, la personne qu'on doit dessiner, qu'on doit... Et en même temps, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu délicat de prononcer le nom d'une personne dans les dessins, il faudra que la personne se reconnaisse par le dessin. Et, et c'est ça qui est le plus difficile, quoi. Donc, pour moi, mon métier, c'est tout ça, BDiste, dessinateur et caricaturiste. Moi, je dessine, je fais euh, plein de travail, plein de boulot concernant le dessin tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je dois être polyvalent. Euh, le métier de dessinateur dans la presse à Madagascar, il y a beaucoup de journaux qui considèrent le métier de dessinateur comme le métier de journaliste, même ici. Mais il y en a qui croient que c'est juste disons, un bouche-trou, je sais pas, pour remplir les pages et tout ça. Mais en général, il y en a qui ont déjà compris que le métier de dessinateur, ça fait partie vraiment de métier de journaliste. D'ailleurs. Alors, merci Riri. Là, j'ai une question qui n'est pas prévue, mais à la lumière de vos réponses, les deux. Mhm. Ah, coupure. Dire est une caricature de la vérité. Donc, pour vous dire que caricature n'est pas forcément vrai. Caricature, c'est-à-dire qu'une vérité déformée, par exemple. Et là, la question est que quand vous faites un dessin, euh, c'est-à-dire que je comprends pas décemment qu'il y a une reproduction fidèle, très artistique, très fin. Et quand on dit caricature, il y a quelques déformités. C'est-à-dire, on a le nez un peu plus gros, on a les oreilles un peu plus jeunes, donc on a le corps, etc. Est-ce que il vous est arrivé des situations, par exemple, que vous décidez, je fais toute la chose politique, que lorsque vous faites une caricature au lieu d'un dessin, que ça a été pris comme étant offensant? Alors, je réponds. Oui, bien sûr. Alors, Allez-y, point monsieur. de vue, point de vue public, pas tellement, parce que les gens, en général, les politiques en France, ils aiment bien être caricaturés. En général, je sais que les guignols, quand ils y passaient pas aux guignols de l'info, ils Oui. parce qu'ils n'existaient, ça veut dire qu'ils n'existaient pas trop. Donc, il y a vraiment une tradition en France où on peut dessiner les. Après, et je n'ai pas de retour, genre, oh, il m'a fait le nez trop gros. Enfin, j'ai peu de retours aussi avec mon journal, hein. Très peu des lecteurs, moi, j'en ai quasiment pas. Donc, voilà, j'ai plutôt les retours des lecteurs. Après, sur le physique des gens, oui, une femme ou deux, des fois, parce que j'ai vraiment caricaturé pour que ça soit ressemblant, j'ai forcé le trait. Et il y en a une ou deux qui n'étaient pas contentes. Mais bon, c'était pas fait. Vous ne pouvez pas un peu améliorer, enfin, atténuer le côté caricature, qui est juste d'exagérer les caractéristiques d'un visage. Voilà, c'est la définition. Donc, je sais qu'il y a eu des problèmes avec des caricatures. Venus Williams, à un moment, était caricaturée parce qu'elle avait été représentée une force de la nature. Et en fait, c'était juste exagéré. Ce qu'elle est vraiment, c'est un fauve sur le terrain. C'est une athlète incroyable. Je sais qu'il y a un dessinateur qui l'avait dessinée en position de retour de service. Alors, il avait exagéré un peu la musculature et ça avait fait beaucoup de polémiques. Alors, c'est une très belle caricature. Après, ça peut choquer des gens. Bon, ça, moi, je ne le comprends pas. Enfin, je peux comprendre que les gens soient choqués, mais moi, intérieurement, non. C'était une très belle caricature. Ça représentait sa force, son agilité. Et ça fait voilà, débat parce que, comme Astérix, à un moment dans Astérix, on disait mais pourquoi, quand il dessinait les esclaves noirs, il mettait des nez épatés bah, pourquoi on s'offusque pas que Astérix et tous les Européens ont des gros nez? C'est un peu le. Voilà, il y a pas de. Quand on lit vraiment la BD, c'est juste d'exagérer certaines caractéristiques, pas des défauts, des Mhm. caractéristiques.
Et c'est vrai que là-dessus, après aussi, on est une époque où on aime bien s'offusquer et s'indigner. Ça, c'est le sport national en ce moment sur un peu tout ce Oui, qui se passe. Et les réactions sur Internet, c'est si tous les gens qui étaient contents réagissaient, ce serait bien. C'est surtout ceux qui s'offusquent, capacité d'indignation en ce moment, c'est un peu, ça devient même dangereux et pénible. Voilà. Mais autrement, j'ai eu peu pendant la réunion, pas de retour de quelqu'un que j'ai heurté, enfin sur la caricature même, hein, sur le trait, je parle. d'accord. Merci, Switch. Et toi, Riri, est-ce que ça s'est arrivé Euh, que tu fais une caricature qui n'est pas forcément bien prise? non, je crois pas. Pour ma part, il y avait pas, il y avait aucun retour sur les dessins que j'ai fait dans les journaux. Je sais pas si on avait vers les Red Chefs ou tout ça, mais vers moi en personne, j'ai rien reçu, quoi. Il y avait un moment où j'ai fait quelques commandes. C'était pas dans le journal, mais c'était c'était un outil de sensibilisation qui a été qu'on m'a demandé de faire. Et là, il y avait il y a eu une caricature de la personne qui commandait qu'on devait faire dans la BD. C'était vraiment une BD, mais avec des caricatures Il n'était pas content puisque j'ai vraiment dessiné ces traits très caractéristique. Désolé, mais le monsieur, il est vieux, hein. Euh, et lui, il voulait que je fasse que je lui dessine un Tu peu le plus jeune, rajeunissais. quoi. Oui. Et pour moi, ça m'a agacé un peu puisque on sort de la réalité, quoi. Mais je devais le faire puisque c'est lui, il payait, quoi. Oui, oui, oui. À la fin de la journée, oui, malheureusement. Alors, ce qui nous amène à la prochaine question, que moi, j'ai beaucoup aimé cette question parce que, à un moment donné, lorsqu'on préparait cette conférence avec Johanna, et le lendemain, j'appelle Johanna, et je la vois, je dis, écoute, je crois, il y a une question que moi je me pose. En France, connaissez un peu Wolinski, Maurice, Pauvre, Jérôme, Abdul, Devente. Là, on invite nos amis, nous avons Sucht, nous avons Riri. Et la question, où sont les filles dans ce métier de dessinateur de presse? Voilà, on lance Pauvre. J'ai pas la réponse. En tout cas, C'est vrai qu'on se demande où sont les femmes dans le milieu des dessins de presse. Peut-être que c'est plus caché par la notoriété. Les femmes sont là, mais c'est les dessinateurs assez célèbres. Et je pense que c'est vraiment une probabilité mathématique, hein, que dans le métier, il y a juste beaucoup d'hommes que de femmes, donc on ne les voit pas assez. Mais j'aimerais souligner qu'il y a vraiment des femmes qui sont vraiment notoires. Par exemple, récemment, il y a une dessinatrice qui s'appelle Athéna Farghadani, je crois, une Iranienne qui a été mise en prison à cause de ses dessins. Et c'est une figure très très puissante dans le dessin de presse dans son pays. Il y a Firouzeh, une dessinatrice iranienne que j'ai rencontrée également et qui est très puissante. En Tunisie, il y a Willis from Tunis qui a porté la révolution euh, contre Ben Ali avec ses dessins. Donc c'est une dessinatrice très très puissante dans ses dessins aussi. Il y a Sampaio Cristina au Portugal qui est une des lauréates du concours World Press Cartoon. Il y a Coco en France qui était là, une des survivantes de la tragédie de Charlie Hebdo. Donc les femmes sont là exactement, mais peut-être une question de statistique, donc on remarque plus les hommes dans le métier. Et j'aimerais rendre hommage à ces femmes dessinatrices parce que ce qu'elles font sont très très courageux et vraiment elles sont vraiment très talentueuses. Bravo, on a appris des choses. Et je suis content de ces informations. Et c'est vrai que moi, la question était là parce que euh, quand je prends Maurice, par exemple, j'ai en 22 ans de carrière, même avant, je n'ai pas connu de signature de femme. Et même si vous n'avez pas la réponse,
est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles qui s'intéressent ou ce métier aurait pu accueillir plus de filles? À La Réunion, déjà, on est deux journaux et dans le quotidien, c'est le concurrent. Il y a eu de temps en temps des dessins de presse, mais pas beaucoup. Donc, il y a le GIR pour le moment. Et après, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des dessinateurs de presse? Je sais qu'il y a Nimbus qui travaille pour un média qui s'appelle le Tang. Donc, il fait des dessins de presse, mais de filles, des filles artistes à La Réunion, oui, des dessinatrices, il y en a. Et puis aussi, moi, je voulais rendre hommage aussi, j'ai parlé de Willis et Coco. Ça, je les avais notés quand même. Bon, Paul en a parlé déjà. Grande admiration pour Coco, sa force, sa détermination, son courage. Je trouve que c'est un exemple. Et sur La Réunion, non, il y a des dessinatrices qui peignent, mais des dessins de presse, en fait, il y en a très très peu. Des dessins d'actu, hein, et de façon régulière. Parce qu'on peut toujours mettre un Hmm, dessin sur un média de temps en temps de dessin de presse, mais de le faire quotidiennement, déjà, il y en a très peu et des filles, non. d'accord, merci. Et comment ça se passe à Madagascar, Gilles? Euh, de réponse, mais il faut souligner qu'il y a des femmes dessinateurs ici, mais elles ne sont pas surtout dans le dessin de presse, Dans les médias. Ouais. même s'ils ont le talent et la capacité de faire des dessins de presse. Récemment, en novembre ou octobre, je ne me souviens plus, on a fait une exposition sur la lutte contre la désinformation ici avec la Fondation Friedrich Ebert. Et on a fait une exposition de dessins de presse. J'ai parlé à beaucoup de dessinateurs, surtout pas de dessinateurs de presse. Euh, on, on leur a donné l'opportunité d'exposer un dessin qui parle de désinformation. D'ailleurs, pauvre, il en fait partie. Je lui ai appelé et il a participé. Il y avait d'autres, il y avait des femmes, mais ils ne vivent pas de dessin de presse, mais elles ne vivent pas du dessin de presse, mais elles ont la capacité de faire vraiment des dessins d'actualité comme nous, on fait. Même elles font plus que nous. Et il y en a des dessinatrices, mais elles ne font pas elles ne travaillent pas dans les journaux, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà, nous avons eu les réponses. C'est bien aussi que j'ai bien aimé les références que Paul nous a partagées aussi, et que comme quoi la femme est non seulement présente dans le métier, mais peut-être pas assez visible, mais elle prend des positions qui lui coûtent des fois sa liberté aussi, comme on a vu ailleurs. Donc, voilà, ce qui nous amène à une question destinée à Pauline à Such, peut-être. Quelles sont les particularités de travailler pour deux pays différents? Comment ça se passe? Alors, notre ami Paul va commencer. Alors, officiellement, je ne travaille que pour un pays, La Réunion est un département, mais en fait, D'accord. c'est un pays, Oui, puis oui, oui, là où oui. c'est un problème. D'ailleurs, moi, je Deux points travaille de vue géographiques, on oui, va dire. Voilà, totalement. Même s'il n'y a voilà. pas énormément de décalage horaire, mais il y a quand même une différence. Alors moi, quand je travaille, j'ai un petit calepin où je note mes idées. Voilà, un truc Oui. comme ça. Et j'ai une page Océan Indien Réunion et une autre page, c'est international, national. Donc, Ah, je ok. parle vraiment les deux univers. Donc, l'international, bah, oui, bon, bah, c'est par Internet, hein, la radio le matin. Et après, bah, la Réunion, ça peut être des sujets très locaux comme la pêche au bichic, la chasse aux tangues, les baleines, après les petits micmacs entre politiques locaux. Bon, ça, c'est des choses que je vis, les journalistes me donnent des infos. C'est vraiment un travail de vécu, alors que sur l'international, forcément, c'est loin. Ce qui n'empêche pas de s'y intéresser, évidemment, mais et d'en fait et de dessiner là-dessus parce que ça intéresse tout le monde vraiment. Mais le dessin à la Réunion, c'est différent. Je me régale. C'est pas forcément évident, mais voilà, bon, sur la cuisine, ça peut être. On risque d'entrer en pénurie d'oignons bientôt, donc il y a des débats sur le curry. Donc on peut aussi faire des sujets très légers en dessin de presse. Moi, je travaille c'est un quotidien. J'ai mon petit espace réservé tous les jours et j'y mets je peux dessiner Mbappé un jour, Joe Biden le lendemain et faire un dessin sur la chasse au tang.
je passe un peu dans tous les univers. Donc pour moi, c'est plutôt enrichissant de, oui, d'avoir de pas être toujours sur le même style le même univers d'information. Et justement, est-ce que c'est facile et c'est toujours évident de faire ce chiffre, c'est-à-dire quand l'actualité locale réunionnaise et ce que vous avez en Europe, et en tenant compte que être dessinateur, c'est une question d'émotion, vous avez vos propres émotions, vos propres préoccupations, et maintenant vous avez quand même euh, une sorte de transition à faire. Est-ce que cette transition, c'est toujours évident pour vous? Non, et puis moi, j'essaie aussi de ne pas faire le même sujet répétitif. Donc, j'essaie vraiment de varier mes dessins. On ne parle pas toujours de la même chose. Ce qui était difficile sous l'époque Sarkozy, par exemple. Oui, puis moi j'ai fait ce métier aussi parce que j'adorais lire les dessins de presse, ça me procurait beaucoup de bonheur. Et j'adore quand les gens, ah, c'est toi le dessinateur, j'ai beaucoup aimé ce dessin et on discute un peu. Donc, surtout, ma transition, c'est de faire passer. Alors, je fais plutôt de la bonne humeur dans mes dessins. Moi, je me rappelle, Paul avait dit une chose importante, il a dit, moi, quand je fais un dessin, je rigole pas. Il avait dit sérieusement, alors que je le connais un peu, il a beaucoup d'humour, mais il a raison, lui, il le faisait de façon très sérieuse. Alors que moi, j'ai souvent la banane quand je fais mon dessin, parce que j'ai vraiment envie de faire rire. Mon but, moi, c'est d'amuser. Quand le lecteur ouvre le journal, il y a mon carré, c'est que ce soit plutôt un dessin qui met de la bonne humeur, ce qui n'empêche pas sur certains sujets des dessins absolument pas drôles, qui correspondent pas trop à montrer aussi, parce que ça, c'est lié un peu, mais moi, j'essaie surtout de transmettre, voilà, que ce soit un bon moment pour le lecteur, que ça soit pertinent, voilà, que ça ait du sens aussi quand même. Mais d'essayer plutôt de faire rire, de mettre de la bonne humeur dans le dessin, quoi. Alors, même si Riri travaille à Madagascar, Madagascar, c'est une grande île, écoutons d'abord Pauvre avant de passer à Riri. Les particularités de travail pour deux pays différents, c'est surtout, comme c'est des dessins d'analyse, qui nécessitent beaucoup de compréhension des deux pays différents, donc il faut connaître les enjeux, les tenants et aboutissants des sujets dans les deux pays. Bien sûr, on pourrait dessiner sur d'autres pays, mais avec moins de connaissances du contexte, des contextes de chaque pays, c'est moins percutant. Donc mon avantage, c'est que je suis malgache, j'ai débuté le dessin de presse à Madagascar, j'ai travaillé longuement dans la presse malgache, mais je suis aussi mauricien, donc je travaille dans la presse mauricienne depuis beaucoup d'années. Je vis les deux pays en parallèle et ça me permet d'avoir une certaine connaissance des deux pays qui me permet d'aller en profondeur quand je traite de mes dessins. D'accord, intéressant. Et Riri, comment ça se passe pour toi, même si tu es à Madagascar, c'est une grande île, est-ce que des fois, maintenant, mais tu travailles pour plusieurs clients, à ce que je comprends, pas que pour une seule publication, comment ça se passe, cette transition? En fait, il m'arrive de travailler pour des clients étrangers, tout ça. Et il y avait aussi un moment où j'ai travaillé dans le journal L'Observateur, où on devait dessiner des actualités étrangères. C'était un peu difficile auparavant, mais quand ça s'améliore continuellement quand on le fait. Donc, on apprend le métier sur le tas. Donc, c'était pas si difficile que ça, mais il faut toujours suivre ce qui se passe dans le pays et à l'étranger, quoi. Très bien, et maintenant vous êtes artiste, mais il faut bien gagner sa vie, il faut bien vivre. Donc, vous êtes aussi un salarié, vous êtes aussi un employé, Mhm. vous travaillez dans des publications. Je vais commencer par Such avant de passer à Pauvre. Donc, est-ce que les dessins que vous publiez sont tous de vous? C'est tous de vous, de votre inspiration, ou est-ce que vous recevez des fois des instructions pour vous dire, écoute, il faut que tu me fasses ce dessin? Comment ça se passe? Alors non, non, moi le GIR me laisse mon espace, c'est l'actu par Souch. Et cette année, deux fois, la rédaction m'a appelé. Une fois, c'était la mort de Jean-Claude Fruteau, un député réunionnais qui a beaucoup œuvré, c'est un enfant de la République,
l'enfant de l'école républicaine, qui a beaucoup œuvré pour la CAN, qui était vraiment un personnage important dans le développement de la Réunion. Là, ils m'ont demandé ce serait bien que tu fasses un dessin sur lui. Et la deuxième fois, c'était le début de la Coupe du Monde de foot, qui était très décrié, se passant ailleurs. Et oui, il serait bien que tu ouvres, fasses un dessin sur l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est les deux seules fois où ils m'ont appelé. En fait, j'appelle la rédaction de temps en temps, est-ce qu'on a un sujet qui n'est pas encore dans les réseaux, pour savoir si on a un scoop, mais il n'y a aucune, la rédaction, non, non, me laisse, c'est mon carré à moi dans le journal, et je n'ai aucune directive. La seule directive qu'il y a là, implicite, c'est de ne pas choquer le lecteur, de pas faire un dessin ordurier, insultant. Après, C'est la ligne éditoriale, voilà. voilà. Et alors, je suis même des fois à l'opposé, je peux être à l'opposé de l'édito. Éditoriale. Non, non, ça, j'ai vraiment D'accord. là-dessus, sur ce que je dessine, le sujet, on ne m'appelle pas. J'envoie mon dessin le soir, en fait. Donc, pour Et ça, là, c'est vraiment c'est l'indépendance totale. Voilà. voilà, je peux dessiner à contre-courant de l'édito, voilà, c'est l'actu vu par Switch, et ça, je suis assez content de. Non, non, il n'y a pas de. À partir du moment où je ne dépasse pas les bornes, voilà, Oui. un dessin ordurier, bon, ça, je travaille pour un quotidien de presse régionale. Voilà, mais il n'y a pas de. Non, non, ça m'a été reconfirmé l'an dernier. C'est ton espace. Voilà. Bah, ça nous a fait plaisir d'entendre ça, que l'indépendance est là. Donc, c'est toujours c'est un plaisir pour les journalistes, dessinateurs ou autres, de savoir qu'on travaille dans un journal indépendant ou que l'indépendance de la presse existe toujours, parce que c'est souvent pas le cas. Alors, on passe à Pauvre avant de passer à Riri. Dans le dessin de presse, il y a une partie qui s'appelle dessin éditorial, c'est-à-dire un dessin d'opinion, et c'est l'opinion du dessinateur. Donc dans l'Express, je joue un rôle dessus. J'ai une rubrique qui s'appelle Humeur, Humeur de pauvre. C'est un dessin éditorial où je m'exprime librement comme un éditorialiste qui écrit ses éditoriaux. Et ces dessins ne sont pas commandés. Ce sont des dessins qui sont les fruits de mes propres, disons, réflexions. Ensuite, il y a les dessins d'explication. Ce sont plus des dessins qui servent à expliquer certains articles. Ceux-là sont des dessins commandés dans le sens où est-ce que tu peux dessiner pour offrir un support graphique qui pourrait aider à mieux comprendre une situation. Donc, peut-être que le dessin a été commandé par rapport au sujet, mais pas nécessairement commandé par rapport au contenu. Enfin, il y a les dessins purement d'illustration. Et on en revient à la question sur c'est quoi le dessin d'illustration. C'est des dessins qui ne sont pas nécessairement là pour expliquer ou faire des analyses, mais vraiment pour aérer, pour donner une sensation d'agréabilité pour la lecture. Donc ça pourrait être des dessins aussi de commande. Pauvre, est-ce que tu peux, voilà, il y a ce papier sur tel ou tel sujet, est-ce que tu pourrais faire une illustration qui pourrait rendre la lecture agréable? Comment ça se passe avec la rédaction? Pour moi, ça se passe bien. J'ai eu l'occasion d'avoir travaillé avec des rédactions, des rédacteurs où l'on se connaît. Donc, ils savent exactement pourquoi ils font appel à moi et je sais exactement aussi pourquoi ils font appel à mes dessins. Donc, il y a moins de friction. De temps en temps, on pourrait discuter sur des détails. Est-ce qu'il fallait mettre ceci? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Mais ce n'est pas le cas général, ce sont les exceptions plutôt. Donc, mais quand même, les secrétaires de rédaction, la rédaction en général, quand même, ils regardent les dessins. Ils vont donner leur avis, pas nécessairement demander de changer un dessin, mais ce sont les premiers lecteurs. Donc, s'il y a quelque chose qui les gêne, ils vont dire que tu sais, pauvre, on a vu, ça ne nous a pas fait tilt, on ne sait pas qu'est-ce que tu en penses, mais ils ne vont pas nécessairement dire il faut changer, mais ils émettent leur avis et j'apprécie cela, j'apprécie les critiques, j'apprécie les commentaires parce que ça me permet d'avoir un regard neuf en fait. Et c'est comme cela que ça se passe. Et bien voilà, nous sommes dans un registre un peu différent parce que il y a quand même des commandes qui suivent l'inspiration du dessinateur. Le dessinateur a toujours son carré à lui, mais il a quand même d'autres responsabilités, c'est-à-dire illustration et autres. Et Riri, pour vous, comment ça se passe? Donc, il y a les deux, ou il y a un journal, par exemple, qui vous laisse Riri, moi je veux ta signature, ton inspiration, tu me donnes ton dessin,
j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de te donner des instructions, ou ce sont des instructions à tout bout de champ. Bon, pour ma part, en fait, dans le journal où j'ai travaillé, là, il n'y a pas vraiment de commande. C'est juste de mon propre initiative. D'ailleurs, c'est pour tous les journalistes d'ailleurs qui travaillent à la Gazette de la Grande Île. Il y avait une certaine liberté, mais on doit toujours se parler. Qu'est-ce qu'on va écrire, que moi je vais dessiner. Et là, tout le monde va donner son avis, quoi. Comme Paul a dit tout à l'heure, les critiques, moi, je les prends et j'écoute les critiques pour améliorer mes dessins. Euh, C'était au début, quand j'ai commencé à faire du dessin de presse, que j'ai été un peu dirigé parce que c'était mon premier pas, quoi. Donc, c'était nécessaire pour moi, mais je suis entré là-dedans, j'ai commencé à être libre. Il y avait des dessins qui ont été commandés par la direction qu'ils veulent que moi je dessine ça, mais à ma manière. Ils ont des idées, ils donnent des idées, mais c'est à moi de les sortir en dessin. Voilà. D'accord, très bien. Merci, merci Riri. Et là, on va commencer par toi cette fois-ci. On est Mhm. passé à pauvre. Est-ce que, peut-on tout dessiner? Est-ce que l'humour est essentiel pour un dessinateur de presse? Les gens achètent un journal souvent pour rire un peu, parce que le dessinateur a un sens de l'humour. Donc, peut-on tout dessiner? Et l'humour est-il essentiel pour un dessinateur de presse? En fait, quand on dit on dessine tout, c'est un peu délicat comme question, mais bon, je vais répondre quand même. En fait, il y a, pour moi, pour ma part, moi, je mets des balises pour ne pas offenser les gens, quoi. En fait, quand je dessine, je crois que ça a déjà été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Souch ou Pauvre qui l'a dit. Moi, je dois connaître les gens que je dessine, la personnalité que je dois mettre dans les dessins, puisque c'est dans les dessins, là, je mets quelque chose qui peut offenser la personne. C'est un peu grave pour moi, puisque, par exemple, moi, je parle quasiment pas de religion ou d'origine ethnique pour ne pas vraiment offenser les gens. Euh, c'est pour ça que moi, je dis que parfois, on ne peut pas tout dessiner pour moi, mais pour l'actualité et tout ça, je crois qu'il faut tout dessiner. Pour les questions de vie privée, tout ça, on ne peut pas tout dessiner, mais l'humour est essentiel dans le travail puisque les gens d'ici, à Madagascar surtout, c'est mon analyse personnelle. Les gens, euh, les gens apprécient l'humour et ils apprennent quelque chose quand c'est humoristique. Il y avait une personne qui m'a dit vraiment, moi, quand j'ouvre un journal, je cherche d'abord la caricature, je cherche d'abord les dessins. Et après, quand j'aurai fini de voir tous les dessins, moi, je lis les actualités. Donc, je dis que l'humour est essentiel dans le dessin de presse, hein. Euh, oui. Merci Riri. Souch, voilà, peut-on tout dessiner et est-ce que l'humour est essentiel pour vous? Alors moi, ce que j'adore dans votre question, c'est on sort de la question qui tombait sur tous les dessinateurs de presse, est-ce qu'on peut rire de tout? Sous-entendu, est-ce qu'on peut se foutre la gueule de tout? Là, la Oui, question, elle est bien, c'est est-ce qu'on peut dessiner? Donc déjà, pour moi, cette question, elle est bien plus intelligente. Alors pour moi, pour un dessin merci. d'actu, on peut dessiner tout ce qui est actualité.
Donc tous les sujets d'actualité. Alors pour moi, c'est pas la vie privée des gens, évidemment, ça c'est des tabloïds, ça. Mais sur l'actualité, on peut dessiner tous les sujets. Voilà, tout ce que l'homme fait en fait. Parce que toutes les sociétés humaines font, on doit pouvoir, à partir du moment où ça rentre dans l'actualité, c'est écrit dans le journal, pourquoi on ne pourrait pas le dessiner? Après, c'est la façon dont on dessine. Alors, c'est un dessin sérieux sur un sujet sérieux, il passe tout le temps. C'est très rare quand plutôt on dit que c'est beau, une belle inspiration, c'est magnifique. Dès qu'il y a un gros nez, même si le dessin est sérieux, déjà les gens, sur un sujet comme ça, c'est pas sympa. Uniquement en changeant le trait du dessin. Alors, à partir du moment où on des bulles en plus, et puis après, on se heurte aussi aux côtés des différentes cultures des gens. Moi, Charlie Hebdo, pendant très longtemps, c'était lu par quelques dizaines de milliers de Français. C'est tout. À partir du moment où il y a eu Internet, c'est rentré dans le monde entier. Et des gens qui n'avaient pas la culture, la même culture, et que Charlie Hebdo, c'est une tradition française. C'était agressif, c'était vraiment un truc franco-français. À partir du moment où c'est rentré dans le monde entier, effectivement, ça donne des réactions complètement différentes. Je comprends que des gens puissent être choqués et tout. Maintenant, il faut que des deux côtés aussi, les gens se renseignent. Bah oui, s'ils dessinent ça, c'est pour démontrer ça, ça. Il y a toujours un sens derrière un dessin. Alors, est-ce qu'on peut tout dessiner? Enfin, tous les sujets d'actu, on peut les dessiner. Après, maintenant, on se heurte. Comme le dessin, il va être vu même un dessin du GIR peut être vu dans le monde entier théoriquement. Comment il peut être perçu? C'est quoi ça? Pourquoi? Et ça, c'est des efforts à faire des deux côtés. Hein, c'est des lecteurs aussi. Maintenant, on a tous un smartphone. On tape le titre, on se fait expliquer un dessin. C'est assez facile. Il y a des gens qui s'indignent sans comprendre le dessin. Alors, il faut respecter le lecteur. Déjà, le lecteur. Après, des gens à l'autre bout du monde qui ne sont pas censés lire le journal, c'est très difficile maintenant. C'est comme des discussions en privé que peuvent avoir des groupes d'amis. Ils seraient filmés à des moments. Oh, les monstres, qu'est-ce qu'ils disent? Alors que c'est juste pour rigoler. Alors que le dessin, lui, est publié, peut être reproduit à l'infini dans tous les pays du monde. C'est ça ce problème ne se posait pas avant cette question, de toute façon. Donc, pour moi, on peut dessiner tous les sujets. Faut le faire. C'est un travail, c'est un métier. Faut le faire. Voilà, faut bien faire son métier, je pense. Et de pouvoir expliquer son dessin et de pas insulter les gens, évidemment, parce que ça, c'est facile déjà. C'est pas pro. Et après, voilà. Après, on peut faire un dessin professionnel qui va choquer du monde aussi. On peut pas, de toute façon. Voilà. Donc, on peut dessiner tous les sujets. Voilà. Après, on peut les dessiner de façon rigolote, de façon très sérieuse, de façon triste. Après, voilà, bon, là, on est plutôt sur le dessin humoristique. Finalement, mettre de l'humour sur des sujets tragiques. Et puis aussi, une chose, pour moi, c'est pas parce qu'on fait. C'est pour ça que j'aimais pas rire d'eux. J'aime pas cette. Mais on peut faire un dessin humoristique sur un sujet sans se moquer du sujet. On peut aussi faire un dessin Mhm. de la façon dont les gens parlent du sujet. Moi, je suis un grand fan de Pétillon, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et lui, il dessinait beaucoup des gens au bar qui commentaient l'actualité. Et donc, il caricaturait beaucoup aussi ce que pensent les gens de la société. Et ce gars-là était très doué. En plus, j'adorais son trait. Et j'essaie de faire pareil. Je fais pas mal de scènes, un couple devant un canapé qui regarde la télé ou des gens au bar et qui vont commenter l'actualité. Donc, on peut faire de l'humour sur un sujet grave, mais sans offenser les gens qui souffrent. Au contraire, c'est en mettant l'accent sur cette actualité, de la mettre en avant, d'en faire parler avec de l'humour, mais sans se moquer. Et beaucoup de gens, parce que le dessin a déjà un gros nez, aïe aïe aïe, il va se moquer. Il y a aussi beaucoup hier, je trouve, dans le dessin de presse. Voilà, je ne sais plus quel dessinateur avait expliqué un dessin. Il a mis tous les codes. Il dit n'oubliez pas que vos yeux sont reliés à votre cerveau. Il faut faire un effort de comprendre faut faire un effort de comprendre chacun d'entre nous, quoi, les uns les autres. Et quand un dessinateur de presse fait un dessin, il faut caler sa culture. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas évident. Hein. Là, je suis bien d'accord. Ça dépend aussi beaucoup de la culture des gens. Merci, Chut. Je crois que quand Johanna et moi, on écoute le débat, le niveau du débat que nous avons aujourd'hui, je crois que Johanna était très bien inspiré pour le thème qu'on a presque fait son art. Et outre les dessins, ça nous fait beaucoup de plaisir de vous entendre aujourd'hui. Et je crois que ça éclaire aussi l'audience qui nous écoute de ce métier et de la philosophie à l'arrière des dessins. Johanna, on écoute, pauvre. Peut-on dessiner? Alors, on peut dessiner tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, la clé ici, c'est de savoir ses lecteurs. Si on connaît l'audience, on va reconnaître que qu'est-ce qui pourrait... alors, mon but, c'est de toucher l'audience, en fait. Et pas nécessairement provoquer dans le sens juste pour provoquer, mais surtout susciter des réactions qui pourraient pousser à la réflexion, améliorer la société, disons.
Donc, par rapport à cela, j'essaie de comprendre mon audience. Comment le dessin serait perçu par l'audience? Est-ce qu'on a les mêmes codes? Est-ce que si je code mon dessin, est-ce que mon audience a les outils pour décoder? Et c'est cela le code, codage et décodage, c'est ça le lien qui me lie avec mes lecteurs. Et d'un pays à l'autre, parfois on n'utilise pas les mêmes codes. Donc c'est pour cela que je peux dessiner tout, mais pas avec n'importe qui. Et je choisis vraiment de quelle manière je vais discuter avec un lectorat malgache et aussi l'audience du journal L'Express. Ça change selon l'audience. Est-ce que l'humour est nécessaire? En fait, l'humour, c'est beaucoup plus une technique. Je ne dessine pas pour faire de l'humour, mais je me sers de l'humour pour dessiner. Donc, c'est une partie qui permet à mon dessin de véhiculer le message d'une manière peut-être ne pas trop choquer ou à choquer, mais en l'inverse, c'est comme le catalyseur. L'humour, c'est le catalyseur, mais c'est pas le message. L'humour n'est pas le message en soi. Donc, souvent, j'entends des gens dire ton dessin ne fait pas rire, mais mon dessin n'est pas censé faire rire. S'il arrive que de temps en temps ça fait rire, tant mieux pour moi, mais je dessine d'abord et je pense à l'humour plus tard. Et là, nous entrons nous avons à peu près, nous avons un peu de temps. Et nous entrons dans la troisième partie, et beaucoup, qui est celle de l'avenir. Écoutez, c'est un fait à travers le monde que les maisons de presse sont en difficulté financière. Et après la pandémie de la Covid-19, encore plus. Alors, il y a des coupes budgétaires dans pas mal de rédactions, pour ne pas dire presque toutes les rédactions. Il y a des titres qui disparaissent. Et lorsqu'on doit couper, il y a aussi la transition numérique, où aujourd'hui c'est la gratuité de l'information qui tue le journal payant. C'est un service comme c'est payant qui fait vivre celui qui offre ce service. Et vous, en tant que dessinateur, je vais commencer par Switch. Bah écoutez, par la situation où vous vivez à l'île de la Réunion, quand même, euh, comme tout le reste, comment est-ce que se situent les dessinateurs? Est-ce que ils sont les premiers à être sacrifiés lorsque les décisions sont prises? Et est-ce qu'ils sont pris en considération? Et vous, personnellement, comment vivez-vous ce moment d'après-pandémie, de crise financière et de coupe budgétaire? Ben, moi, je le vis mal parce que les deux journaux de la Réunion, il y en a un qui était en liquidation, qui a été racheté, le quotidien, donc combien de temps ça a duré? Et nous, on est en redressement judiciaire. Donc, et il y a eu les plans sociaux, la moitié des journalistes partent. Donc, on vit très mal. Hein. C'est une évolution technologique, enfin, sociétale. Les gens veulent. Maintenant, c'est sur les smartphones et c'est gratuit. Les droits d'auteur commencent à en parler. Donc, non, ça sent pas bon. Quoi. On va voir combien de temps ça dure. Après, moi, le dessin reste dans le journal. Par contre, voilà, mon poste, il est là. J'ai pas voulu partir, je reste et on ne met pas dehors. Donc, encore de l'importance, j'imagine, le dessin. Mais c'est très, très inquiétant. C'est un modèle qui, voilà, c'est le monde qui évolue, mais pour le moment, je ne pense pas qu'Internet rétribue autant que, parce que pour le moment, hein, ce qui était le modèle qui a quand même marché quelques années et qui ne marche plus maintenant. Quoi, parce que là, on va dans le mur, enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Quoi. Puis ça peut être assez rapide, on ne sait pas trop. Là, il y a des demandes d'aide de l'État. Est-ce que la presse doit être subventionnée, quel que soit le gouvernement, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, justement? Est-ce qu'elle doit être sacralisée? J'aime pas ce mot-là. Mais après, est-ce que tout doit être sur Internet avec moins de contrôle? Bon, après, on accuse la presse d'être aussi au service des pouvoirs financiers. Enfin, c'est hyper compliqué maintenant. Quand on voit, quand Bolloré a pris Canal, la première chose qu'il a dégagée, c'est les guignols de l'info. Et beaucoup de gens s'intéressaient justement à la politique parce qu'ils en parlaient. Et ils en parlaient plutôt bien. Et c'est le premier qu'on dégageait, c'est d'abord de ne plus permettre aux guignols de faire de la politique. Donc c'était sur les people, c'était chiant. Donc, voilà, c'est aussi le problème, c'est d'être qui contrôle l'information. Voilà, qui pourrait racheter un journal? Qui voudrait racheter un journal d'ailleurs? Mais c'est inquiétant, oui, là, ça se bat pour continuer, quoi, mais on verra bien. Mais pour le moment, les gens achètent, c'est clair, ils achètent, ouais, on n'achète plus trop le journal, quoi. C'est le journal papier, ça devient. Je ne sais plus qui avait dit, un lecteur, quand un corbillard passe, c'est un abonné. Alors, ça me fait éclater de rire, mais c'est tragique. C'est vrai. C'est vrai que c'est très difficile. La presse papier, c'est une évolution. Et
les gens n'achètent plus le journal, quoi. Donc, il va falloir comment après payer les gens qui bossent dans les journaux, c'est un peu le problème. Comment les pubs, enfin, tout ça, c'est un système à mettre en place. Est-ce qu'il fera vivre autant de gens? Est-ce qu'il y aura plutôt des intervenants sur Internet d'une façon différente? C'est quelque chose qui va se mettre en place, c'est une évolution. Voilà. Avant, j'étais sérigraphe, comment? J'avais un autre métier qui était photograveur en sérigraphie. En 2 ans, ça a été liquidé. Il y a eu l'informatique qui s'y est collée. Et plus personne ne développait les films, le film masque, toutes ces choses qu'il y avait dans la sérigraphie. C'est un métier qui a disparu. J'espère que celui-là ne disparaîtra pas, qui continuera sur Internet de toute façon, mais il faudra trouver un modèle économique. Donc en ce moment, je le vis très mal. Ouais, ça, voilà, c'est un gros souci, c'est comme ça. Bien sûr. Et Johanna, si nous pouvons écouter Pouf par rapport à la situation de Maurice. Après Covid, mais même bien avant, je pense que la presse traditionnelle, je dis par cela les presses écrites, partout dans le monde subissent vraiment un profond changement, concurrencé par différentes organes, disons différents supports. Donc il y avait beaucoup de coupures budgétaires exacerbées par la Covid-19. Et il y avait l'avant et l'après. Financièrement, toutes les presses ont été touchées et les dessinateurs de presse en font partie. Donc, de mon côté, je dois, en tant que journaliste, pas seulement en tant que dessinateur, mais journaliste qui subit les conséquences financières de la crise, je dois personnellement me réorganiser, comment je peux, soit c'est une question de budget personnel maintenant, gérer mes dépenses, comment gagner un peu mieux ma vie, mais c'est vrai qu'il y avait un avant et après et que je crois que c'est irréversible avec la situation actuelle. Il me semble que financièrement c'est en train de péricliter le revenu des journalistes et je crois que c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais on va dans ce sens-là. Et oui, c'est c'est- c'est très triste. Et Riri, vous avez déjà témoigné de la fermeture d'un journal. Et ensuite de ça, nous avons une crise économique et après pandémie. Comment ça se passe chez vous en tant que dessinateur? Ah oui, il faut dire que la COVID-19, c'était difficile pour tout le monde, hein. Euh, pour nous, ici, durant la pandémie, surtout en 2020, je me souviens bien, on continuait à sortir le journal, même s'il y avait un moment où on était en confinement, on ne pouvait pas sortir le journal. Donc, on avait été en difficulté financière. Même le journal, il nous payait en demi-salaire. C'était difficile pour nous, hein, mais on devait faire face aussi. Et heureusement que moi, j'ai mes autres métiers à côté qui pouvaient me faire vivre un peu. Donc, c'était grâce à ces autres métiers-là, les métiers des dessinateurs même, que je pouvais subvenir à mes besoins. Euh, de- Par rapport à la transition vers le numérique, Such l'a déjà dit tout à l'heure, il y a un petit problème puisque euh, les gens n'achètent plus vraiment les journaux en papier. Ils aiment lire les titres qui sont affichés dans les rues et tout ça, mais ils n'achètent pas le journal vraiment, mais ils lisent seulement le titre et puis ils partent, quoi. Donc, c'est un peu difficile pour nous, mais on essaie de faire de notre mieux et nous on est là, on doit faire notre métier comme nous devons le faire et comme nous pouvons le faire aussi. Écoutez, messieurs, je vous suis solidaire, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces temps difficiles, moi aussi. Je suis, euh, je suis dans la presse et c'est pas toujours évident. Euh, on a toujours, disons ici, on trouve un peu la formule avec des collaborateurs pour ne pas
mettre tout le monde au chômage, c'est-à-dire que, disons, dans la publication que je suis, nous préférons travailler avec des collaborateurs, mais nous ne coupons pas vraiment des poches du journal. Mais nous sommes une petite organisation comparée aux grandes organisations qui souffrent beaucoup. Et vous savez, quand la presse vit des situations pareilles, les dessinateurs vivent des situations pareilles, ben, écoutez, c'est la démocratie qui prend un coup. Et vivement, soyons, gardons espoir et espérons des jours meilleurs. J'espère, du moins. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que nous souhaitons. Et avant de passer à la dernière question, et on a parlé de pandémie, nous avons des nouveaux thèmes, on parle de COP26, COP27, COP28, changement climatique. Euh, voilà, tous ces thèmes où nous avons beaucoup de conférences un peu partout à travers le monde. Et vous, comme BDiste, justement, ou dessinateur, comment contribuez-vous à ce changement? Par exemple, à sensibiliser vos lecteurs, l'audience, par exemple, au thème du changement climatique. Nous écoutons Pauvre. Joanna, est-ce que nous avons manqué une vidéo de Pauvre? Non. Les dessinateurs, que ce soit de presse, les BDistes, jouent un rôle prépondérant parce que ce sont des communicateurs, ce sont des porteurs de communication et ils ont les outils nécessaires. Souvent on fait appel à des dessinateurs d'ailleurs pour illustrer parce que ces choses-là sont bien illustrées, bien compris plutôt, bien comprises quand c'est bien illustré. Donc on fait appel à des dessinateurs pour supporter le message de changement climatique, de réchauffement. Donc c'est une de ces aspects où le dessinateur peut en revanche rattraper ce qu'il aurait perdu du côté purement financier, c'est d'essayer de se réinventer parce que en fait c'est les outils qui changent, mais le message reste pareil et les communicateurs ont toujours besoin de communiquer leur message et le dessin reste toujours un outil très puissant et ça le sera toujours puissant pour véhiculer des messages et très impactant auprès des lecteurs. Ben voilà. Et chez vous, à La Réunion, Pauvre, Souk, pourquoi je parle de Pauvre? Comment ça se passe par rapport au grand thème de transition et des changements climatiques? Moi, mon boulot, c'est d'illustrer l'information, c'est de caler de temps en temps, puis de lier des fois à une autre info, de faire un dessin sur le changement climatique. C'est souvent lié à une autre actualité. Ça peut être politique, et puis mettre l'accent dessus, quoi. Là, je parle du dessin de Euh, presse, hein. mais est-ce que vous, personnellement, vous, vous vivez comme nous tous les conséquences du changement climatique? Vous êtes comme à l'île Maurice ou à Madagascar, on subit des conséquences. C'est plus que ce que c'était il y a 10 ou 15 ans de cela. Est-ce que vous passez des messages à travers vos dessins, justement pour sensibiliser ce phénomène? Alors, des fois, c'est uniquement pour faire rire, donc il n'y a pas de message. Et des fois, oui, j'ai fait plusieurs dessins sur la terre ensablée, des choses comme ça. Voilà, mettre l'accent dessus. Quand le lecteur ouvre le journal, voilà, tiens, un dessin sur le changement climatique. Moi, c'est ma façon de le faire, de toute façon. Moi, c'est dans ma case, hein. Voilà, je ne fais pas les unes du journal, j'ai un endroit, donc c'est un espace. Et j'en parle de temps en temps, voilà, comme tout sujet d'actu, et j'essaie que ça soit vraiment pertinent, quoi, parce que ça commence à être grave, effectivement. C'est pas trop où on va là non plus, hein. Et voilà. Moi, c'est d'en parler, en fait, c'est de le mettre sur le sujet de mon dessin. Et Merci, merci. Souch. Et Riri, de ton côté? Oui, de mon côté, moi, euh, le changement climatique et l'environnement, c'est un sujet qui me touche beaucoup, hein. J'ai fait plein de dessins sur l'environnement et tout ça. Et de la presse, j'en ai fait. Euh, le but, les lecteurs et en même temps les responsables euh, qui qui doivent se concentrer également dans ce changement climatique-là et prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe, quoi. J'ai travaillé avec
un département de l'école supérieure agronomique de l'université d'Antananarivo sur des projets de, de bande dessinée, de dessin sur dessin des sensibilisations sur le changement climatique, les solutions qu'on doit prendre pour, pour lutter contre ces changements climatiques et pour la société malgache, vraiment. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de travailler avec eux, puisque là, on a pu trouver ensemble qu'est-ce qu'on doit faire. De plus, ils ont les techniques en tant que techniciens de l'agronomie et de l'environnement, ils ont la solution c'était un plaisir pour moi d'illustrer ces techniques-là. Voilà. Oui, c'est pour encourager ceux qui sensibilisent et qui essaient d'apporter des solutions par rapport à ce problème. Alors, Paul est aussi affecté que nous tous, d'autant plus que lui, il a le cœur à la fois à Maurice et à Madagascar. Nous sommes tous les deux affectés. Écoutons Paul ce qu'il a à dire. L'intégration artificielle est intéressante, l'intelligence artificielle est intéressante dans la mesure où ça peut nous aider. Alors moi je suis de ceux qui essaient de trouver de l'aide à travers l'intelligence artificielle. C'est un outil pour moi, c'est pas une finalité, mais plus un outil qui, je l'utilise pas en tant que dessinateur en tout cas, mais je l'utilise pour des recherches et d'autres choses. Et ça permet de faire avancer beaucoup de choses. Je ne le prends pas comme un concurrent parce que ce n'est pas le même domaine. Je me rappelle, il y avait une presse qui a publié, au lieu de faire appel à un dessinateur, comme tout le monde l'aurait fait, ils ont fait appel à une intelligence artificielle pour générer une illustration dans une presse, sauf que c'était trop rédhibitoire parce qu'il y avait déjà des fautes, des erreurs graphiques que l'intelligence artificielle a commises, et après des erreurs historiques. Donc, dans cette publication, je ne vais pas nommer, étrangère, qui est notable, notoire, c'était vraiment rédhibitoire d'avoir publié un dessin pareil avec autant d'erreurs. Et là, ils auraient pu faire appel juste à un dessinateur et discuter. Avec une intelligence artificielle, on ne peut pas discuter. Donc, et c'est pour ça que pour moi, je le prends comme un outil en tant que dessinateur qui pourrait aider, mais je ne le prends pas comme un remplacement des dessinateurs. Si on le prend pour moi dans ce sens-là, ça pourrait être une avancée vraiment bénéfique pour le dessinateur et pour les commanditaires de dessin également. Voilà, vous avez compris que nous avons déjà commencé à aborder la dernière question qui est l'intelligence artificielle. Donc voilà, Riri, est-ce que tu as des appréhensions par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les salles de rédaction ou dans le secteur de l'art en général? Et est-ce que tu as une crainte par rapport au futur du dessinateur de presse par rapport à l'intelligence artificielle? Riri, je crois que l'écran a gelé. Nous pouvons écouter Such entre-temps? Oui. Bon, alors moi, je suis un D'accord. peu un... Ouais, alors moi, je suis un peu un dinosaure. J'ai 61 ans et j'ai un smartphone depuis 2 ans seulement. Je travaille encore avec un papier. Bon, je colorie avec une palette graphique quand même. Et moi, c'est à la fois très loin, cette intelligence artificielle, parce que bon, je l'utilise absolument pas, mais il va falloir que je m'y intéresse. Et en même temps, ça peut être très près, parce que quand je vois les choses que ça arrive à produire, je suis un peu là-dessus, je ne sais pas trop quoi penser. Enfin, je sais pas, le jour où je verrai un dessin de presse qui sort, qui ressemble étrangement à mon style, même le graphisme, même le lettrage, qui est pertinent, ça me fera peur. Mais enfin, c'est un peu de la science-fiction. J'avoue que là-dessus, alors pour rechercher les infos, il faudra que je m'intéresse, parce que c'est un outil d'abord. Et après, c'est vrai que quand on voit des images qui sont générées, en fait, c'est de la copie. On abreuve d'images un ordinateur, il refait un peu, il fait son micmac. Mais il y a aussi de la, ouais, c'est un peu peur de se faire prendre sa place, non, enfin, l'inspiration, mais après, on ne sait pas, ça va tellement vite, ces choses-là, que je suis un peu là-dessus, je me pose des questions, mais le seul, oui, ce qui pourrait, c'est que pour une question de coût, ben, plutôt on choisisse des productions faites par intelligence artificielle que par des humains.
Alors, en graphisme et dessin de presse avec l'analyse, je ne sais pas. Mais en fait, je suis un peu largué là-dessus. J'avoue que je ne suis pas encore allé voir sur le chat GPT. Donc, Merci, Chut. Effectivement, l'intelligence artificielle est un outil qui gagne tous les secteurs. Donc, heureusement qu'il y a comme des métiers qui résistent jusqu'à l'heure, comme des dessinateurs de presse. Je crois que c'est comme l'éditorial d'un éditorialiste. On ne peut pas avoir recours à l'intelligence artificielle pour lire un éditorial. Donc, on le peut faire pour un article, quelque part. Mais même là, c'est pas vraiment la norme journalistique, quoique c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée. Ben, écoutez, merci. Je crois que nous avons perdu Riri par rapport à la connexion, j'ai l'impression. Écoutez, avant de passer à Johanna, de dire le mot de la fin, je tiens à vous dire un grand merci, Souch. Donc, je crois que pendant cette 1 heure de temps et demie, il y a non seulement un débat, il y a comme une sorte d'amitié qui s'est créée. Et nous sommes voisins, nous sommes pas loin. Madagascar n'est pas loin, La Réunion n'est pas loin. Je salue l'initiative de la COI, de Johanna, justement, de nous avoir rassemblés. Et je ne peux que souhaiter qu'il y a d'autres événements de ce genre. Nous remercions aussi tous ceux qui ont pris la peine d'écouter cette conférence, ce débat, on va dire, et que voilà, tout le monde qui est là, même, je vais essayer de voir s'il y a des questions. Non. Alors, il n'y a pas de questions. Je pense que vous avez eu pas mal d'informations, des fois peut-être même émotionnées par rapport à certains témoignages des sénateurs. En tout cas, pour moi, c'était merveilleux. J'ai beaucoup aimé cette conférence, non seulement parce que j'ai eu l'occasion de jouer le rôle de modérateur, il n'y a pas eu grand-chose à modérer, j'étais plus un passionné, spectateur qu'autre chose, j'étais parmi l'audience, en fait. Donc, mais j'ai été heureux de faire le trait d'union et je suis heureux aujourd'hui d'avoir des amis additionnels dans le monde de la presse. Such, Riri, Pauvre, je connais déjà parce que, pour la petite histoire, Pauvre et moi, nous étions dans un rock band ensemble. Euh, un petit groupe de rock et des bassistes et chanteurs. Moi, j'étais le batteur et il y avait le rédacteur en chef de Pauvre qui était le guitariste et chanteur. Donc, alors, un jour, peut-être, on devra faire un truc sur les musiciens et la presse. On va dire ça. Merci. En tout cas, merci Johanna, merci la COI. Je te laisse le mot de la fin. merci Rudy. Merci, Merci à Rudy. toi. Merci, Euh, merci. oui, effectivement, on ne saura terminer cette conférence sans réitérer nos sincères remerciements déjà à nos trois pédéistes et surtout aussi à Rudy pour c'était un moment formidable de partage et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu réaliser cette conférence dans le cadre de cette journée mondiale de la liberté de la presse qu'on a intitulée fièrement Quand la presse fait son art. Hum, je souhaiterais aussi remercier le public qui sont présents, même s'ils n'ont pas vraiment posé des questions. Ben, j'imagine que ça, il y a de la matière à réflexion. Il y a de la matière à mâcher, mais en tout cas, nous remercions les publics qui soient de Comores, de La Réunion, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Et un grand merci aussi à l'Agence française de développement qui est un partenaire technique financier du projet GPS, sans oublier toute l'équipe de la COI qui ont travaillé de près ou de loin au succès de cette conférence-là. Pour terminer, je vous informe qu'il y a un petit sondage qui vous sera automatiquement envoyé pour avoir vos avis et ça va nous permettre aussi de nous améliorer et peut-être idéalement pour connaître si vous souhaitez qu'on traite d'un autre sujet ou d'une partie de ce sujet-là pour plus tard et
Et enfin, le mot de la fin, c'est vraiment ne ratez pas toutes nos actualités sur les réseaux sociaux de la COI, que vous soyez sur Facebook, X, Instagram et LinkedIn. Donc voilà, merci tout le monde et au revoir.